Bonjour à tous, on attend Géraldine. Je suis Carole de Chance. On va juste vérifier qu'elle est bien connectée. En attendant Géraldine, je veux bien, pour qu'elle se situe quand elle va arriver, que vous précisiez dans le chat dans quelle région vous êtes ou quelle ville, pour qu'elle puisse voir d'où sont les différents publics, les différentes personnes qui sont dans le public. Géraldine, vous êtes là? On ne vous entend pas, Géraldine. Bon, donc beaucoup d'entre vous, vous êtes à Paris ou en région parisienne, Suisse, 49, 85, Hérault, Nantes, ok. Super. Marseille est là aussi, Strasbourg. On attend quelques minutes Géraldine qui a un problème de connexion à ici. Voilà, génial, elle va arriver. Super. Merci Géraldine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on a cette conversation cette semaine exceptionnelle qui s'appelle la semaine en coulisses pour faire découvrir justement les coulisses de certains métiers. Et donc, c'est toute une semaine et c'est le lancement aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui participent à votre live. Ils vont pouvoir poser toutes leurs questions dans le chat. Donc, dans le chat, j'ai posé la question de dans quelle région les personnes qui nous écoutent se situent. Donc, vraiment dans toute la France et en Suisse. Et donc, Géraldine, je voulais juste commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste et un psychiatre en introduction? Alors, déjà, la différence la plus simple, c'est de différencier psychiatre et le domaine de la psychologie, puisque tout ce qui touche à la psychiatrie, on va être sur du domaine médical. Donc, c'est des études de médecine avec une spécialisation en cours de médecine. Donc, c'est un médecin qui va prescrire. Les séances vont être remboursées par la sécurité sociale. Ensuite, le terme de psychothérapeute, il est réglementé à ceux qui sont psychologues, cliniciens, qui ont fait donc un domaine de psychopathologie, et aux psychiatres uniquement. Donc, en fait, pour être psychothérapeute, il faut faire de la psychothérapie. Un psychologue, en fait, il va faire automatiquement de la psychothérapie parce qu'il est dans l'échange quand il reçoit ses patients. Un psychiatre peut uniquement recevoir ses patients pour des diagnostics, pour renouveler des ordonnances, mais pas forcément engager de thérapie, même s'il peut utiliser le titre. Donc, lui, il va choisir d'utiliser ou pas le titre de psychothérapeute. Et actuellement, ce qu'on repère, c'est que de moins en moins de psychiatres font de la thérapie. Il y a tellement de demandes en fait de soins que tout nous est orienté en libéral la plupart du temps. D'accord. Ensuite, on a le domaine, donc voilà, le titre de psychothérapeute, il est vraiment très réglementé aux deux professions uniquement. Donc, c'est vrai que moi, j'encourage vraiment le public à des fois demander à discuter de ça parce qu'il a pu être utilisé auparavant avec des formations en coaching ou en thérapie de bien-être, sauf que maintenant, il est très réglementé. Donc, les nominations ont changé. On a des psychopédagogues, on a des psychopraticiens. Voilà, ça a bougé, mais maintenant, le titre de psychothérapeute, il est vraiment
bien encadré. Ensuite, psychanalyste, c'est encore une chose, puisque pour être psychanalyste, il faut soi-même avoir fait une analyse didactique, ce qu'on appelle. Donc là, mais ce n'est pas un diplôme d'État, contrairement à la psychologie ou aux études de psychiatrie en médecine, qui vont être, voilà, donc il y a un doctorat en psychiatrie, il va y avoir un master 2 en psychologie. Psychanalyste, on est soit sur des formations, il y a des écoles de psychanalyse, soit vraiment, il faut avoir soi-même fait une analyse didactique, un travail sur soi vraiment poussé pour après soi-même être psychanalyste, sachant que la différence, c'est que psychanalyste, on peut la plupart du temps être allongé, c'est-à-dire qu'on n'a pas en visuel le thérapeute. On l'a, voilà, parce qu'on va beaucoup plus, au lieu de raconter à quelqu'un, on va se raconter, donc on n'a pas la même façon de parler et pas la même façon en fait donc d'accéder au processus inconscient. Mais maintenant, beaucoup de psychanalystes fonctionnent aussi en face à face, donc ça va dépendre un peu de la personne que vous avez en face après. D'accord. Donc concrètement, il y a 3 métiers. Hein. On a tendance à mettre quasiment plein de choses sur le même chapeau, mais il y a 3 métiers très distincts avec des métiers qui sont sujets à des longues études de médecine, un métier de psychothérapeute qui nécessite d'aller jusqu'à un master 2, c'est ça? Oui. Et psychanalyste qui est un métier qui nécessite d'avoir suivi une psychanalyse soi-même ou d'avoir eu une formation de psychanalyste, mais vraiment 3 métiers très différents. Et ceux qui sont réglementés, c'est psychothérapeute et psychiatre. Bon. Voilà, avec des diplômes d'État. Oui. Diplôme d'État. Alors vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Déjà, une première question dans le chat. Quelle est votre spécialité? Alors, depuis combien de temps exercez-vous? Alors, moi, je suis diplômée depuis 2009. Donc, ça a 14 ans. Je suis spécialisée en psychologie clinique, psychopathologie et santé mentale. Donc ça, c'est un bien grand mot, en fait, qui regroupe... donc, je suis spécialisée dans l'étude du psychisme et donc dans les troubles du comportement et de la personnalité, que ce soit de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte. D'accord. Et justement, le terme qui a été une question sur des termes, puisqu'on est dans ce début de conversation sur les termes, psychopathe praticien. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est des personnes qui ont fait des formations en psychologie, mais sur des centres de formation privés, mais pas réglementés par l'État, donc comme la faculté, et qui vont en fait faire des formations plus ou moins poussées, mais qui ne vont pas sur 5 ans d'études. Ils vont développer différents aspects de la psychologie du développement humain. Mais voilà, on n'a pas cette formation des fois plus poussée en psychopathologie, donc tous les troubles en fait, ou toute la pathologie du développement de l'être humain. Voilà, de l'être humain, on n'a pas. C'est pas la même formation en fait. D'accord. Donc vous n'avez pas fait de reconversion, vous avez toujours été dans votre spécialité, hein, si j'ai bien compris, vous avez toujours exercé ce métier. Donc c'est intéressant pour que tout le monde comprenne les coulisses de ce métier, que vous nous parliez des choses que vous aimez le plus, soit dans votre quotidien, soit dans votre carrière depuis 14 ans, ce que vous aimez le plus et les choses que vous trouvez un peu plus contraignantes. Alors, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est qu'il y a la possibilité vraiment de diversifier sa pratique. Moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est de ne pas être enfermée dans une seule façon de pratiquer ou rencontrer uniquement certaines problématiques. Donc, moi, j'ai eu un parcours assez varié, c'est-à-dire que j'ai pu travailler en psychiatrie adulte, en pédopsychiatrie, mais donc sur des centres de consultation ou carrément à l'hôpital psychiatrique. J'ai pu travailler dans des EHPAD, aussi sur des services d'hospitalisation à domicile, puisqu'après, moi, je me suis aussi spécialisée en soins palliatifs. Donc, en fait, c'est un métier où, avec un même diplôme, on a différents champs. Voilà, on a tout le champ du social, tout le champ de la santé, tout le champ du médico-social, le handicap psychique. Là, en fait, c'est très diversifié. Moi, j'ai trouvé adultes, enfants. Donc, c'est vraiment... après, on va voir ce qui nous fait un peu plus vibrer. Aussi, après, la possibilité concrète... moi, ce qui me faisait vibrer, c'est les enfants. Et puis après, concrètement, au moment de commencer, il n'y a pas d'ouverture. Donc, j'ai fait les personnes âgées. Donc, voilà. Mais après, on découvre toujours des pratiques différentes. Maintenant, je suis en libéral, c'est encore une autre pratique. Donc, en fait, c'est un métier très riche déjà en termes de
voilà, de diversifier, de plusieurs spécialisations, plusieurs terrains en fait de champ d'action. Et après, ce qui intéresse, voilà, ce qui est passionnant dans ce métier, c'est que on apprend des autres. Voilà, contrairement à ce qu'on peut imaginer, quand on a 5 ans d'études, on est loin de tout savoir et on ne saura jamais tout sur l'être humain parce qu'on apprend une base théorique. Et comme toujours, la théorie est très, très loin de la pratique. Donc, en fait, c'est le patient qui va nous enseigner, qui va nous faire découvrir un peu certains aspects de sa personnalité qu'on n'a pas étudiés. Voilà, c'est très, très enrichissant aussi humainement parce que dans ce métier, on va apprendre aussi sur soi. Voilà, je pense qu'on ne fait pas ce métier de psychologue par hasard. C'est-à-dire que, et c'est en ça aussi des fois que je mets les points de vigilance sur les stagiaires, c'est-à-dire que quand on s'engage sur ce versus-là, on vient aussi souvent voilà, côtoyer tous les jours la souffrance de l'individu. C'est pas n'importe qui s'oriente vers ce parcours-là. Donc, il faut aussi prendre très vite conscience et très vite travailler sur soi de qu'est-ce qui fait que on vient côtoyer ça, parce que souvent, ça vient faire écho à une histoire personnelle. La souffrance de l'autre ne vient pas faire résonner la nôtre par hasard. Oui. Après, les contraintes, c'est que voilà, on côtoie la misère humaine et l'horreur humaine aussi, dans toutes ces, donc beaucoup plus en libéral qu'en institution, parce qu'on n'est pas on peut pas être psychothérapeute en institution. On accompagne les gens, on fait du soutien, mais on va pas faire travailler les gens sur soi, et c'est pas cette demande-là. Mais donc voilà, on peut côtoyer des choses assez lourdes. Voilà, je le dis assez couramment, mais un patient sur 2 va avoir des abus sexuels quand même. Hein. C'est une réalité quand même assez effrayante à rencontrer. Donc on va côtoyer des scénarios de vie des fois tragiques et horribles. Et justement, là, vous avez touché une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat sur l'empathie ou la sensibilité. Est-ce que des personnes qui auraient peut-être beaucoup trop de sensibilité ou trop d'empathie pourraient être bloquées, avoir du mal à exercer ce métier s'ils l'envisageaient? En fait, pour moi, il n'y a pas forcément de prérequis de base, puisque tout doit se travailler, quel que soit. Alors, bien sûr, si on est hermétique à l'autre, ça va poser problème. Mais en fait, tant qu'on est sur de la sensibilité ou de l'hypersensibilité, sensibilité un peu excessive, moi, je pars du principe qu'en fait, on vient avec qui on est. Après, on va vite voir aussi si ça correspond avec ce qu'on peut donner de soi à l'autre, mais tout se travaille surtout. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, ces études-là, c'est pas seulement on va apprendre de la théorie, mais presque pour moi, un bon psychologue va être celui qui travaille sur soi déjà très très tôt pour justement percevoir ses limites, parce que plus on se connaît, plus en fait on va percevoir aussi les limites de là où on peut aller et là où on peut pas aller. Si on ne connaît pas ça, bien sûr qu'on va s'engouffrer dans des situations avec ce qu'on appelle le transfert. Donc, en fait, on va se soigner soi, ou on va entendre des choses par rapport à sa propre histoire de vie. On va dire au patient ce qu'on ferait à sa place, avec des dérives où il faut se dire que l'autre est vulnérable. Donc, et quand on va voir le psy, c'est toujours compliqué encore à déconstruire cette idée, mais le psy, il est positionné comme celui qui va savoir pour nous ce qu'il faut faire. Donc, attention, voilà, de comment on se positionne. Et justement, est-ce que vous pouvez vulgariser les termes de transfert et même de superviseur pour la psychologie? J'ai pas compris, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour tout le monde le terme de transfert et de superviseur? C'est-à-dire que quand on entend quelqu'un nous parler, en fait, spontanément, on s'en fait une représentation, on pense avoir compris, et mais je veux dire, on peut le tester au quotidien. C'est quand quelqu'un nous parle, on s'en fait de suite une représentation mentale, on pense avoir compris, ah oui, alors ça, il y a peut-être... C'est-à-dire qu'on voit déjà le scénario, les explications possibles, les portes de sortie, ce qu'il faudrait faire, et ça, ce point d'écoute, et ce point d'analyse du discours de l'autre que l'on écoute, il vient en fait se faire par rapport à nos propres résonances émotionnelles, mais par rapport à notre propre histoire de vie, par rapport à nos propres normes éducatives, ce qu'on va juger normal, pas normal, en fait, par rapport à son spectre individuel. Et donc, ça va venir aussi en résonance avec nos blessures, avec voilà, tout ce qui fait partie, tout notre bagage en fait émotionnel. Et en fonction de ça, ça va rentrer en résonance et on va plus ou moins se positionner, plus ou moins réagir, plus ou moins des fois contrer ou amener des éléments. Ben oui,
l'exemple que je cite assez bateau, c'est que vous racontez pour à quelqu'un, l'autre va vous dire, bah oui, et moi j'ai eu ça aussi, je te comprends. Donc, voilà, il a déjà transféré et en fait, on n'est plus dans l'écoute. Écouter, c'est se taire. Et c'est faire taire toutes nos représentations, toute notre histoire de vie pour que l'autre il puisse vraiment être écouté sans qu'on comprenne. Voilà, par exemple, quelqu'un qui va vous dire ah, j'ai perdu ma mère, alors je suis en souffrance. On va s'en faire une présentation, ben oui, c'est normal. Mais en fait, autant il est en train de dire autre chose. Il est en train de dire, ben en fait, je suis en galère financière, mais en fait, j'en ai rien à faire qu'elle soit morte. Je le caricature. Mais voilà, c'est-à-dire que si on ne prend pas le temps, de suite, on a ce réflexe, en fait, de poser nos propres représentations, nos propres normes de pourquoi quelqu'un souffre, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Et tout ça, on doit le travailler pour qu'en fait, on ait une page blanche quand l'autre nous parle. Absolument, très intéressant. Et justement, cette notion de superviseur dans la psychologie, le fait que vous ayez besoin d'avoir un superviseur. Alors ça, c'est un choix personnel. Hein. D'accord. C'est pas du tout... alors moi, je le conseille pour les stagiaires que j'ai. Moi, c'est quelque chose où je suis actuellement supervisée, mais c'est un choix, en fait, de... Alors, la supervision, pour moi, elle prend deux pans, c'est-à-dire que moi, j'ai fait déjà une analyse personnelle dès mes études, une analyse avec un psychanalyste pour travailler d'abord sur moi, parce que je trouve qu'avant de balayer devant la porte des autres, c'est bien de balayer devant la sienne. Ça fait toujours aussi une expérience de ce que ça peut coûter à l'autre d'aller voir un psychologue. Et de savoir aussi comment je fonctionne, où sont mes limites. Et ensuite, toute la partie pratique, clinique, où quand je suis en difficulté, quand, voilà, émotionnellement, par exemple, je sens que, waouh, je suis, parce qu'on est humain, et voilà, bouleversée, il y a quelque chose qui me choque, il y a quelque chose qui vient me travailler. Mais tout ça, au lieu de le laisser dans la nature, j'ai quelqu'un avec qui je vais le travailler pour ensuite pouvoir le digérer, par expérience après me positionner différemment sur une autre situation pour pouvoir aussi affiner mon écoute, en fait. C'est surtout ça. Mais c'est laissé au choix. La plupart, ouais, je le dis un peu, je sors un peu de... Mais par exemple, un psychologue sur 5 n'a jamais travaillé sur voilà, c'est-à-dire que c'est très peu courant, quoi, dans le milieu, parce que après, c'est compliqué le milieu de la psychologie parce qu'on a tous des spécialisations différentes. Pour être psychologue de travail, c'est encore un autre métier, psychologue cognitif, psychologue scolaire. Donc, il y a des tas de spécialisations. C'est pour ça qu'on se perd un peu dans la nébuleuse. Et après, il y a différentes orientations théoriques encore sur un même diplôme. Donc, on n'a pas tous la même vision. Voilà, de concevoir le métier. C'est un peu une création, le métier de psychologue. On produit un petit peu à l'image de qui on est. Et par ailleurs, beaucoup de personnes s'y intéressent et ont envie de devenir psychologue, même plus tard. Et là, dans le chat, il y a plusieurs questions sur ce sujet, notamment tout ce qui est passerelle, master pour faire une reconversion. Alors là, on voit quelqu'un qui est pharmacienne, quelqu'un qui est psychologue du travail. Est-ce que vous êtes au courant des passerelles possibles pour les personnes expérimentées qui veulent devenir psychologues? Alors, ça remonte un peu, donc moi, je ne vais pas m'aventurer dans ça pour pas. Mais de mémoire, en fait, il faut se rapprocher des facultés qui vont étudier les dossiers et qui, en fonction du champ initial et voilà, un peu de la capacité de base acquise déjà, vont vous dire il faut comment. Mais moi, j'en côtoyé, ouais, qui vont vous dire bon, on commence en deuxième année. Après. Honnêtement, j'en ai très peu vu parce que c'est très spécifique à la psychologie. Des fois, on gagne 1, voire 2 années, mais pas plus, à mon sens. Parce que très vite, en L3, on va se spécialiser. En M1, on a déjà des mémoires. Donc ça ne va pas pouvoir être en équivalence. Peut-être il y a 1 année ou 2, grand max, mais c'est pas qui vont se positionner. Donc, en fait, vous imaginez que c'est plutôt 3 ans pour quelqu'un qui arrive à faire une passerelle. Ça marche pas pareil en fait que des fois avec des choses comme ça. Il faut vraiment se rapprocher des facs, mais je pense que voilà, on peut gagner 1 année, mais c'est un parcours sur une reconversion où même 1 année de tronc commun, c'est quand même pas négligeable parce qu'on apprend énormément de choses, quoi. D'accord. Sur la question du libéral versus en institution, on a eu plusieurs questions là-dessus, notamment une question sur le fait que vous pouvez choisir ou pas vos clients en libéral. Oui, je vois. Et les différences que vous voyez entre les deux. Alors, sur le choix alors, en institution, on ne choisit pas les patients que
que l'on accompagne. Alors, la différence, c'est qu'en institution, on va avoir toujours la même problématique. Par exemple, vous êtes en EHPAD, voilà, les problématiques, elles sont différentes, mais vous avez la problématique, en gros, du vieillissement, de la séparation, bon, du changement du corps, de l'image du corps. Voilà. Mais en fait, même si chaque problématique est vécue et exprimée avec des symptômes différents, on est quand même sur un même fond. En libéral, non. En libéral, on peut passer donc de la personne âgée à la personne qui est en soins palliatifs, à l'enfant, à l'adolescent. On a un spectre beaucoup plus élargi de problématiques. Et il y a des problématiques qu'on ne rencontre pas en institution. Donc après, le choix du patient, non, je ne choisis pas les patients qui s'adressent à moi. Par contre, je vais pouvoir à un moment donné dire si en fonction de la demande qui m'est formulée, si c'est dans mon champ d'action. Par exemple, moi, tout ce qui est autistique, c'est pas mon domaine. La passation de tests, c'est pas voilà, je le pratique pas. Par exemple, les bilans de QI pour les enfants ou les détections d'HPI au potentiel intellectuel, je ne fais pas. Donc, je vais dire non, c'est pas dans mon champ de compétences. Et après, la particularité du libéral, c'est qu'en fait, on se choisit quelque part aussi. C'est-à-dire que pour commencer une thérapie, il faut un lien de confiance, il faut un feeling pour moi. Donc, je propose une première rencontre où le patient, il se présente à moi, mais je me présente aussi à lui. Donc, comment je travaille, je vais lui dire, voilà, que par exemple, moi, la thérapie, je ne peux pas lui dire en combien de temps, je ne peux pas lui garantir tout le cadre, en fait, qui me caractérise, je lui présente. Et ensuite, je vais lui demander si pour lui, il y a le feeling nécessaire à ce qu'on travaille ensemble. Parce que, en fait, c'est une histoire avant tout pour moi de relations humaines. Si on n'est pas en confiance avec quelqu'un, si on se sent. Pour moi, le thérapeute, il va devoir se choisir. Si on n'est pas bien pareil dans le lieu, ça ne va pas fonctionner. Et pour moi, si ça ne fonctionne pas sur la première rencontre, ça va pas se mettre en place. Ça y est ou ça y est pas. Et ça aussi, je l'encourage beaucoup à ceux qui veulent déjà consulter, c'est-à-dire de se dire, mais prenez le temps de choisir le bon endroit, la bonne personne. Et si on ne le sent pas, on ne continue pas. Parce qu'en fait, on commence quelque chose, après finalement, ça va se bloquer. Quand on n'est pas à l'aise, eh bien, les défenses, elles vont se mettre en place. Et finalement, on va devoir tout recommencer avec quelqu'un. Et ça, c'est fastidieux quand même. D'accord. Alors, on est maintenant sur les dernières minutes du live. On a quelques questions pratiques. Alors, je ne vais pas vous demander de nous dire votre rémunération, mais ce serait intéressant de savoir les fourchettes pour des psychologues qui sont débutants à l'hôpital, ou Oui. voilà, pour qu'on puisse se situer pour ceux qui envisagent de s'embarquer sur une reconversion de cette envergure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en institution, il y a des conventions qui vont définir les grilles salariales, en fait. Donc, par exemple, en centre hospitalier, en fait, on va pas pouvoir négocier son salaire comme ça. On va pouvoir négocier à quel échelon on commence, mais après, il y a une évolution. Voilà. C'est très réglementé en institution, mais comme c'est sur une posture de cadre, donc après, là, je ne peux pas vous dire le montant parce que ça correspond à un salaire de cadre. Et ça, il faut bien faire attention parce que des fois, il n'y a pas le statut cadre sur les fiches de poste. Donc ça, il faut bien toujours le vérifier. C'est parce qu'au niveau hiérarchique, il peut y avoir des différences. C'est-à-dire que normalement, le psychologue, il va être sous la hiérarchie uniquement du chef d'établissement. Ni du cadre de santé, ni de l'infirmière, ni du médecin. Voilà. Donc, il y a une posture de cadre. Et après, en fonction c'est mieux payé en privé qu'en public. Bon, ça, c'est pas un scoop. Mais après, en fonction sur un temps plein, on peut commencer autour des 2000 €, sachant que ce qui peut paraître énorme quand on commence, voilà. Mais en fait, la marge d'évolution, elle est très faible. Pour les psychologues. Pour le métier et les responsabilités que l'on fait, oui. Comparé par exemple à notre cadre dans notre entreprise, ils finissent avec peut-être le triple de notre salaire. Nous, la marge de manœuvre, voilà, en termes d'évolution, c'est pas le métier qui rapporte le plus en termes de. Que ce soit institution ou libéral. Alors, en libéral, l'avantage, c'est plus vous travaillez, plus vous gagnez. Sachant qu'en libéral, il y a 2 statuts possibles. Il y a le statut de micro-entrepreneur, avec donc un plafond à 66 000 et quelques de plafonné à l'année en brut, mais voilà, où vous avez 25%
de votre chiffre qui part dans les charges. Sur du libéral, donc une entreprise individuelle, donc en frais réels, on a 50% de notre chiffre d'affaires qui part dans les charges. Voilà, c'est un peu la proportionnalité. Donc, en fait, après, le psychologue fixe le montant de ses consultations. Donc, moi, à titre indicatif, je suis à 60 € la consultation voilà, adulte-enfant. Très bien. Alors, on arrive au bout de... Merci beaucoup pour toutes ces informations et toute cette transparence, parce que c'est très important pour tous ceux qui s'interrogent d'avoir vraiment l'authenticité du métier. La dernière question, donc j'aimerais bien prendre celle d'Anne-Laure sur le fait de votre patientèle. En fait, vous travaillez depuis longtemps, mais imaginons des jeunes psychologues, comment font-ils s'ils ne sont pas en institution, ils démarrent, comment font-ils, à votre avis, pour avoir une patientèle? Alors, la patientèle, pour moi, c'est pas tellement la problématique parce que vu le nombre de demandes, il y en a. Donc après, il y a tous les réseaux de référencement. Moi, je suis référencée sur Doctolib. Il y a d'autres sites de référencement possibles. La patientèle, c'est pas tellement ça qui m'inquiète, c'est plutôt en fait le fait de s'installer de suite en libéral. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en libéral, on nous apprend pas à faire de la thérapie à la fac. On nous apprend à faire des diagnostics à la fac. Donc, c'est très bien. Vous voyez un patient, vous arrivez à situer sa problématique, mais alors vous n'avez aucune idée de comment vous allez pouvoir l'aider. De même, en fonction des situations, vous avez quelqu'un qui veut se suicider en cabinet, vous avez quelqu'un qui a une décompensation psychiatrique. Si vous n'avez pas de bagage derrière institutionnel, eh ben, vous allez être démunis, voire il y a des passages à l'acte. C'est-à-dire que pour moi, il faut avoir déjà un réseau. Voilà, je veux dire, il faut déjà avoir un peu se connaître aussi en tant que psychologue, connaître un minimum aussi comment l'autre fonctionne avant de se mettre tout seul en libéral. Parce qu'en libéral, on a une responsabilité énorme en fait. On est tout seul face aux patients. Et ça, je pense que c'est presque là le risque majeur. C'est-à-dire qu'on voit le côté liberté. Déjà, bon, voilà, on a liberté, mais on a la gestion d'entreprise qui est lourde en libéral. Mais il faut aussi avoir un peu roulé sa bosse de se dire, OK, ben alors dans ces situations-là, comment je réagis en fonction, je prends pas tel patient, un patient psychotique, ben je vais pas me positionner pareil, je me mets pas en face à face, je le regarde pas de la même manière, sinon je vais le faire décompenser. Voilà, toutes ces petites choses-là, c'est bien quand même d'avoir en institution un peu de bouteille et on se constitue aussi le réseau. Moi, j'ai un collègue médecin, du coup, que j'ai voilà, avec qui j'ai connu en institution. Je sais que je peux le contacter. Voilà, on a beaucoup plus de réactivité au fur et à mesure de l'expérience. C'est ce qui est normal. Ce qui est normal. Super, merci beaucoup. Je suis obligée de couper pour toutes les personnes qui s'en vont à 2 heures, mais vraiment infiniment merci pour toutes ces informations, Géraldine. Il y a beaucoup de feedback sur le chat de remerciements. Et merci à tous pour votre participation. Vous pouvez venir à d'autres événements cette semaine. C'est toute la semaine sur plein de métiers. Et à très vite. Merci Géraldine. Je vous en prie.